Merci d'avoir téléchargé le livre de la bibliothèque électronique gratuite royalib.com, http://royalib.com. Tous les livres de l'auteur, http://royalib.com/autor/ivanov-baes.html. Le même livre dans d'autres formats, http://royalib.com/book/ivanov-baes/r39-bazi-de-tali-constructi.html. Bonne lecture. SV Ivanov. P-39 Rakobra. Modifications et détails de conception. Guerre dans les airs 91. War in the Air numéro 91, 2001. Publication de vulgarisation scientifique périodique pour les membres des clubs d'histoire militaire. Éditeur compilateur Ivanov SV avec la participation d'AR LLC. Licence LV numéro 35 du 29 août 1997. Copyright Ivanov SV, 2001. La publication ne contient pas de propagande et de publicité. Imprimé dans l'imprimerie Nota, Beloretsk, St. Soviétique. 14 tirages. 300 exemplaires. Introduction. Le chasseur Airacobra est l'un des avions les plus performants de la période de la Seconde Guerre mondiale dans sa catégorie. À la fois, le P-39 est le chasseur le plus controversé de cette période. Les lances sont toujours brisées aux États-Unis sur ses avantages et inconvénients. Il a été développé comme un intercepteur à grande vitesse, d'où son armement exceptionnellement puissant, un canon automatique de 37 mm, dont les obus hautement explosifs pouvaient briser presque tous les avions en composants. Après les essais en vol du prototype XP-39, l'US Army Air Corps a autorisé le retrait du turbocompresseur de l'avion. À basse et moyenne altitude, cet appareil n'a pas apporté d'avantages tangibles, mais à haute altitude, il a considérablement augmenté le LTX de l'avion. En Occident, une grande importance était accordée à l'altitude des chasseurs, de sorte que la décision de retirer le turbocompresseur semble plutôt étrange. Il n'est pas surprenant que de nombreux opérateurs Cobra, en particulier les Britanniques, aient mal parlé des caractéristiques de vol du chasseur R-39. Le Cobra n'était pas populaire auprès des pilotes. Un puissant armement de canon a transformé le chasseur en un avion d'attaque exceptionnel, et la machine n'a pas besoin d'altitude pour attaquer des cibles au sol. L'armement embarqué du Cobra permettait de toucher même des cibles blindées. Dans l'armée de l'air rouge, des centaines d'Air Cobra ont été utilisés avec succès comme avions d'attaque. Dans le même temps, les Cobras soviétiques se sont également avérés être d'excellents avions de chasse, sur lesquels de nombreux as exceptionnels se sont battus. Le turbocompresseur est apparu sur le chasseur P-63 King Cobra, tandis que les caractéristiques à haute altitude du King Cobra se sont considérablement améliorées par rapport au J1TX de l'avion P-39. Cependant, les King Cobra étaient largement utilisés par les Russes et les Français pour attaquer des cibles au sol. Dans le cadre de l'USAF, les King Cobra ont été utilisés dans un rôle extrêmement inhabituel en tant qu'avion cible habité pour l'entraînement au tir réel des artilleurs aériens de bombardiers. L'avion P-63 de l'USAF n'a pas pris part aux hostilités. Les carrières de l'Airacobra et du King Cobra se sont avérées relativement courtes, mais brillantes. Vu de face du chasseur P-39D un bi-aérocobra, l'avion avait des formes aérodynamiques très propres. Cette version du Cobra est armée d'un canon central de 20 mm à canon long, au lieu du canon habituel de 37 mm pour la plupart des modifications. Histoire de la création. En 1935, l'ingénieur en chef de la nouvelle Bell Aircraft Corporation, Robert J. Woods, a visité une démonstration de tir au champ de tir de l'armée américaine à Aberdeen, PC, Maryland. Woods a été très impressionné par le canon de 37 mm de l'American Airman Corporation. Il a été décidé d'installer ce canon sur le premier avion conçu par Bell, le chasseur Aerocuda FM-1. Selon les normes des années 30, l'avion est sorti trop volumineux et surdimensionné. Woods pensait que les intercepteurs devaient être armés de canons de 37 mm, car les projectiles hautement explosifs de ces canons avaient un très grand pouvoir destructeur. L'ingénieur en chef a conçu un monoplan monomoteur aux formes aérodynamiques exceptionnellement propres, et la conception a été réalisée littéralement autour du canon de 37 mm.
Un avion équipé d'un turbocompresseur a été calculé pour atteindre une vitesse maximale d'environ 400 miles par heure. Woods pensait que cela n'avait pas de sens de synchroniser le tir d'un canon à faible cadence avec la rotation de l'hélice. À son avis, la meilleure solution était de faire passer le canon du canon à travers l'arbre creux de la boîte de vitesse de l'hélice, en auquel cas la nécessité de synchroniser les tirs et la rotation de l'hélice a tout simplement disparu. Les ingénieurs de Messerschmitt firent de même en installant le Bf-109 canon de 20 mm tirant à travers l'arbre porte-hélice. C'était plus facile pour les ingénieurs allemands, ils pouvaient placer un pistolet dans l'effondrement des cylindres d'un moteur de chasse en forme de V. Les moteurs de conception américaine ne permettaient pas de faire un tour similaire. Woods a décidé de mettre le pistolet derrière le moteur. La première version détaillée de l'aménagement du futur Air Cobra est connue sous le nom de Modèle 3. La commission d'aménagement du Modèle 3 a eu lieu le 24 mai 1937. La commission n'était pas satisfaite de la mauvaise vue depuis le cockpit, qui était fortement décalé vers l'arrière. Woods a pris une décision vraiment révolutionnaire en déplaçant le moteur derrière la cabine. La nouvelle disposition a provoqué une vague de critiques. Les sceptiques ont souligné un arbre de transmission excessivement long du moteur à la boîte de vitesse, affirmant que la longueur de l'arbre contribuerait à des pannes prématurées. Ces craintes n'ont pas été confirmées par la suite. Le danger d'un atterrissage forcé sur un avion dont le moteur est situé derrière le cockpit est pointé du doigt. Le moteur peut casser les supports en touchant brutalement le sol et écraser le pilote. Encore une fois, l'histoire de l'utilisation des Cobras a réfuté les craintes des critiques malveillants. Le 7 octobre 1937, la commande d'USAC commanda un prototype XP-39, numéro de série 38 à 326, chez Bell. Cette machine reçut le nom de Modèle 4. Grâce à l'aménagement réussi avec le cockpit situé entre l'armement dans le fuselage avant et le moteur au milieu, l'avion s'est avéré bien équilibré en termes de poids. La section transversale du fuselage s'est avérée petite et la partie la plus large du fuselage se trouvait en son milieu, un fait favorable du point de vue de l'aérodynamique. Une réduction supplémentaire de la résistance aérodynamique a été facilitée par l'utilisation de rivets à rivetage à tête frisée. Les concepteurs avaient des raisons de s'attendre à obtenir une vitesse de vol horizontale maximale d'environ 400 milles à l'heure. Le train d'atterrissage tricycle avec une jambe de nez a ajouté à l'originalité de l'avion. Un tel train d'atterrissage était préférable à un train d'atterrissage avec un support de queue dans le cas de l'exploitation d'aéronefs à partir d'aérodromes non goudronnés. Sorti de l'usine, l'avion a impressionné les représentants de l'armée américaine. Le XP-39 était le plus petit de tous les chasseurs américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 6 avril 1938, le pilote d'essai Jimmy Taylor décolla le XP-39 pour la première fois du sol. Le premier vol eut lieu à Wright Field, PC. Ohio. L'avion de chasse turbocompressé a accéléré de 20 000 pieds à 390 miles par heure, même si l'avion n'était pas armé et avait un carburant limité. Cependant, il est devenu évident qu'après avoir apporté quelques modifications à la conception, la voiture est tout à fait capable de franchir le cap des 400 mph. Dans la configuration d'origine du XP-39, une grande prise d'air de turbocompresseur était installée du côté bâbord du fuselage. Notez également les larges pales de l'hélice et la grande verrière. Selon les résultats des purges dans l'essoufflerie de la NASA à l'anglais, PCS Virginia, l'avion a été repensé. La photo montre un XP-39 modifié. L'US Army Air Corps a également autorisé le retrait du turbocompresseur, ce qui a entraîné une diminution de la vitesse à haute altitude. La prise d'air du carburateur a été déplacée derrière la verrière, son emplacement est donc devenu la norme pour toutes les modifications de l'Aérocobra. Au total, 13 prototypes YP-39 ont été construits, qui ont tout volé dans le cadre du programme d'essais en vol. Le YP-39 est presque identique au XP-39, mais la plupart des YP-39 étaient armés. L'avion a été soufflé à travers la soufflerie NACA à l'anglais, PC. Virginie. Sur la base des résultats des purges, il est devenu possible d'améliorer l'aérodynamique de l'avion, notamment d'affiner la forme de la verrière du cockpit en réduisant la hauteur de la verrière et en augmentant la longueur. Pendant ce temps, les responsables de l'armée ont suggéré d'abandonner le turbocompresseur. Woods a vivement protesté, soulignant la dépravation du concept de chasseur-intercepteur non turbocompressé.
Le commandement de l'armée n'a pas voulu écouter les arguments du concepteur. Les militaires avaient leurs propres raisons, ils ne voyaient plus d'intercepteurs, mais un avion capable d'attaquer des cibles au sol à basse altitude. Les intercepteurs, disent-ils, l'Amérique ne sont pas nécessaires, car le pays est entouré d'océans, ce qui deviendra un obstacle pour tout bombardier. Dans un tel raisonnement, la nécessité d'avoir un intercepteur capable de protéger nos propres forces terrestres quelque part sur le théâtre d'opérations outre-mer a été en quelque sorte négligée. Les batailles aériennes entre combattants n'attachaient aucune importance. Le commandement de l'USAC a identifié deux grandes priorités, les bombardiers et les chasseurs capables de frapper des cibles au sol. Cette approche a conduit à la disparition du turbocompresseur XP-39. Le XP-39 n'est pas devenu un chasseur-intercepteur, après avoir retiré le turbocompresseur et apporté des modifications à la conception, la désignation du prototype a été remplacée par XP-39B. Les essais en vol ont montré une baisse apparente des performances à des altitudes supérieures à 15 000 pieds en raison du retrait du turbocompresseur. À l'automne 1940, la livraison d'un lot de 13 YP-39 de pré-production a commencé, dont le premier a été remis au client le 12 octobre. On supposait qu'un turbocompresseur serait toujours installé sur l'un des YP-39, l'avion devait recevoir la désignation YP-39A, mais cela ne s'est pas produit. La première version de production de l'Aérocobra était le R-39C. Les chasseurs de cette modification ont été utilisés pour la conduite d'essais militaires dans le cadre du 31st Pursuit Group. Le groupe était stationné à l'aérodrome de Selfridge Field, PC, Michigan. Le P-39 seconde différait de tous les modèles ultérieurs de l'Aérocobra par la présence de deux mitrailleuses de calibre fusil dans le fuselage avant, ainsi que d'une paire de mitrailleuses lourdes et d'un canon de 37 mm. Sur les Cobra plus récents, il n'y avait que 3 points de tir dans le nez du fuselage, 2 mitrailleuses et un canon. La première version de production était le R-39 seconde, seulement 20 d'entre eux ont été fabriqués. Toutes les armes à bord de cette modification étaient concentrées dans le nez du fuselage, un canon de 37 mm, 2 mitrailleuses de 12,7 mm et 2 mitrailleuses de 7,62 mm. Au total, 80 P-39C ont été commandés, mais les 60 derniers ont été construits en tant que P-39D. Sur la photo, un P-39D du 31e Fighter Group, Selfridge Field, PC, Michigan. La modification P-39N est la dernière des 4 modèles Cobra moyens, qui, en plus du 1, comprenaient les P-39K, P-39 litres et P-39K. Initialement, les 4 modifications ont été commandées comme P-39G, mais en conséquence, ils ont été construits en 4 versions. Chasseur P-39N IB photographié à Greyfield, PC, Washington. À cette époque, la France commande 200 Aérocobra. Ils n'ont pas réussi à honorer la commande, car la France était occupée par l'Allemagne à un rythme accéléré. La commande française s'ajoute aux 475 P-39 commandés par le Royaume-Uni. Au début, ces machines s'appelaient Caribou, mais les Britanniques ont ensuite décidé de conserver le nom américain d'origine pour le chasseur. Les Britanniques ont exigé le remplacement des canons Hispano de 20 mm plus légers et plus rapides de 37 mm, qui avaient également une vitesse initiale plus élevée. En peu de temps, un escadron a été formé dans la RAF à partir des premiers Cobra reçus des États-Unis. L'expérience négative de l'exploitation de l'Aérocobra dans cette unité a contraint les Britanniques à annuler la partie non exécutée de la commande. Tout d'abord, la faible altitude du chasseur a été critiquée. En Grande-Bretagne, ainsi que chez Bell, ils n'ont pas compris les exigences de la commande USAC pour retirer le turbocompresseur du XP-39. L'Union soviétique a reçu 212 Aircobra de la commande britannique, USAC 179 avions. Les Cobra britanniques ont reçu la désignation R-400 aux États-Unis. La plupart des P-400 ont été utilisés dans le Pacifique Sud-Ouest, où il y avait un besoin urgent de tout chasseur. Pendant ce temps, 60 avions commandés par l'armée américaine ont été livrés dans la variante P-39D. Ils étaient suivis de P-39D IB et P-39D de biarmés de canons de 20 mm, comme les Aérocobra et P-400. Au cours des premiers mois de 1942, un certain nombre d'escadrons opérant dans le Pacifique étaient armés d'une flotte mixte de chasseurs P-400, P-39D IB et P-39D de BI.
Les Air Cobras américains reçoivent leur baptême du feu au sein du 8th Pursuit Group en mars 1942. En mai 1942, le nom des groupes aériens de chasse de l'US Army Air Corps change, au lieu de Pursuit ils deviennent fictés. La même chose est arrivée aux escadrons de chasse. Le deuxième groupe à tester les Cobras au combat fut le 35th Ficté Group en juillet 1942. Puis les Cobras du 347th Ficté Group sont entrés au combat. Ces avions ont conservé la coloration camouflage adoptée par la RAF. À partir d'août 1942, des P-39D ont opéré au-dessus de Guadalcanal dans le cadre du 347th Ficté Group. L'expérience de l'utilisation au combat de l'Air Cobra a montré que le chasseur est un excellent bombardier en piqué et un avion d'attaque, mais il n'est pas capable de mener des combats aériens sur un pied d'égalité avec le Zero japonais. Le 54th Ficté Group comprenait les 56th, 57th et 4 seconds Ficté Escadrons. Jusqu'en 1943, le groupe était basé en Alaska. Le 18th Ficté Escadron du 343th Ficté Group a également participé à repousser l'invasion japonaise des Aléoutiennes. De l'autre côté du globe, les Air Cobra du 33RD Ficté Escadron du 342th Composite Group effectuaient une veille de combat dans l'espace aérien islandais. Les 31e, 81e, 332e, 350e et 354e groupes de chasse armés d'Air Cobra ont combattu en Afrique du Nord et en Italie. En 1941-1943 des Air Cobra étaient également en service avec des escadrons stationnés dans la zone du canal de Panama et en Amérique centrale, notamment, les 22e et 23e escadrons du 36e groupe de chasse, le 52e escadron du 32e groupe de chasse et les 24e, 28e, 29e, 30e, 31e, 32e, 43e, 51e escadron XXVI Ficté commande. En plus des parties de la première ligne, les Air Cobra étaient en service avec de nombreux escadrons d'entraînement stationnés sur le continent américain. 4746 Air Cobra ont été livrés à l'Union soviétique dans le cadre du pré-bail. Ce sont les Cobras soviétiques qui ont écrit les pages les plus brillantes de la biographie de l'avion. Les Américains têtus ne se lassent pas d'écrire sur l'utilisation réussie de l'Air Cobra sur le front de l'Est pour combattre les forces terrestres allemandes. Probablement les noms de Pokrychkin, Rechkalov, Gulaev signifient peu pour eux. Pendant ce temps, ces noms étaient très connus aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. La société Bell comprenait beaucoup de choses sur la publicité, et Pokrychkin, Rechkalov, Gulaev ont fait de la publicité pour l'Air Cobra. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Air Cobra étaient également en service dans l'armée de l'air de la France libre et de l'Australie, et depuis 1943, et en service dans l'armée de l'air italienne qui a rejoint les Alliés. 18 Air Cobra du 81e groupe de chasse de l'USAF ont été internés au Portugal après un atterrissage forcé. Ces appareils sont entrés en service dans l'armée de l'air de l'État pyrénéen. La version la plus récente et la plus réussie de l'Air Cobra était le P-39Q, la modification la plus massive. 4905 SA ont été construits 8 collets. Mitrailleuse à aile d'un fusil à la vadrouille du P-39Q a été remplacée par des gondoles sous les ailes avec des mitrailleuses de 12,7 mm. Dans le cadre de l'AAS américain, les chasseurs P-63 n'ont pas pris part aux batailles. Des King Cobra spécialement modifiés fournissaient une formation pratique aux mitrailleurs de bombardiers. Les King Cobra étaient utilisés comme cible. La composition et l'emplacement de l'armement du chasseur ont été modifiés pour les P-400 et P-39D. 2 mitrailleuses de fuselage de calibre fusil n'ont pas été installées, mais 4 mitrailleuses montées sur les ailes du même calibre sont apparues. Cette composition d'armes est restée inchangée sur tous les Air Cobra, à l'exception du P-39Q. Sur la dernière modification de l'Air Cobra, le P-39Q, il n'y avait pas de mitrailleuse d'aile, mais il était permis d'installer un conteneur avec une mitrailleuse lourde sous chaque avion. La conception de l'avion n'a pas subi autant de changements sur le chemin du P-39D au P-39Q. La principale différence était l'équipement du prochain modèle de l'avion avec le prochain modèle du moteur Allison V1710. Déjà la première expérience d'utilisation au combat de l'Air Cobra a clairement démontré la décision erronée du commandement USAAC de retirer le turbocompresseur de l'avion. En février 1941,
L'armée corrigea l'erreur en suggérant à Bell de développer un modèle amélioré de chasseur doté d'un turbocompresseur. Le résultat fut le début de la conception d'un chasseur, qui reçut plus tard le nom de P-63 King Cobra. Les données nécessaires à la conception ont été obtenues à la suite des 16 envols de 3 XP-39e expérimentaux spécialement modifiés. Une commande pour la fabrication d'un prototype XP-63 a été reçue par Bell le 27 juin 1941, et un autre prototype d'avion a été commandé plus tard. Les deux XP-63 ont été convertis à partir du XP-39e, mais le XP-63 a été construit à partir de zéro. Le XP-63 a été piloté pour la première fois le 7 décembre 1942 par le pilote d'essai principal de Bell, Robert Monsieur Stanley. En plus du turbocompresseur, le King Cobra avait un certain nombre d'autres innovations fondamentales, une aile laminaire, une hélice à 4 pales. La queue du chasseur a été entièrement repensée, les gouvernes de profondeur et les ailerons ont reçu un gainage métallique, le gainage du gouvernail est resté en lin. En termes de taille, le King Cobra s'est avéré être beaucoup plus grand que l'Air Cobra. Le chasseur R-63 King Cobra a été construit en deux modifications principales. Le premier modèle était le chasseur R-63A, 1725 avions ont été construits. Le programme XP-63B a été annulé, le R-63C est donc devenu le deuxième modèle principal, 1227 avions de cette variante ont été fabriqués. La principale différence externe entre le R-63C et le R-63 a été la dérive ventrale, qui améliorait la stabilité directionnelle de l'avion. Les King Cobra des deux modifications développaient une vitesse maximale de 400 miles par heure, ce qui plaçait le P-63 sur un pied d'égalité avec les chasseurs les plus rapides de l'époque. Aux États-Unis, un grand nombre de King Cobra ont été utilisés dans un rôle très inhabituel en tant que cibles habitées. Les avions cibles étaient spécialement blindés, après quoi les mitrailleurs des bombardiers ont travaillé sur eux pour s'entraîner. Les avions cibles ont été tirés avec des balles au noyau fragile qui, lorsqu'elles ont heurté un obstacle, se sont littéralement brisées en poussière. Les balles ont laissé des marques colorées sur les peaux cibles, car elles étaient équipées d'une composition colorante spéciale. Grâce à de telles marques au sol, il était facile de déterminer l'efficacité de l'un ou l'autre des tireurs aériens. Les avions cibles étaient surnommés pin-balles. Les pilotes de ces avions pensaient que jouer le rôle de cible n'était pas plus dangereux que d'effectuer un vol d'entraînement de routine. Les King Cobra de la variante pin-ball ont également été utilisés comme cible sans pilote remorqué. Dans le cadre des escadrons de l'USAF, pas un seul King Cobra n'a pris part aux batailles. L'oiseau de gloire a été arraché avec succès par toutes sortes de Mustang avec Thunderbolt. La plupart des King Cobra 2421 sur les 3303 construits, dans le cadre du programme Lend-Lease ont été livrés à l'Union soviétique. En URSS, des chasseurs R-63 ont été utilisés pour attaquer les troupes allemandes qui se retiraient vers l'ouest. Cependant, même sur le front de l'Est, le King Cobra n'a pas eu la gloire qu'il était censé être en général. 300 King Cobra ont été remis aux Français. En 1948, les King Cobra français ont combattu en Indochine. Ni les Cobra ni le King Cobra n'ont reçu une aussi grande popularité en Occident que la même Mustang. Les Cobras sont constamment critiqués par toutes sortes de connaisseurs et d'historiens. Dans la plupart des cas, les critiques tombent sur la faible altitude de l'avion. Mais qu'est-ce que la compagnie Bell a à voir là-dedans? Les critiques devraient être redirigées vers l'armée, qui a forcé le retrait du turbocompresseur du XP-39. Les partisans de l'Air Cobra ne se lassent pas de vanter les remarquables qualités de l'avion dans les opérations contre les troupes au sol. Certains connaisseurs ont ajouté au fait qu'ils ont déclaré les deux Cobras avions d'attaque A-10 pendant la Seconde Guerre mondiale. Fait intéressant, ces experts imaginent généralement ce qu'est un avion d'attaque. Et quel type d'avion l'IL-2 devrait-il alors être envisagé? Les critiques et les non-critiques semblent avoir très peu d'idées sur la façon dont les Cobras se sont battus sur le front soviéto-allemand. Les Mustangs n'ont tout simplement jamais rêvé de tels succès. Un camarade avancé a conclu sa monographie complémentaire au Cobra par la phrase « Ils, P-39 et P-63, n'ont pas acquis de renommée, mais grâce à ces avions, nous avons ce que nous avons. » Il semble que les combattants n'aient pas eu la chance de montrer leur qualité de combat, mais le potentiel de conception. En ce qui concerne la gloire du chasseur R-39, lisez les mémoires de Pokrivkin.
Mais, curieusement, l'Aérocobra n'a pas eu beaucoup d'influence sur le développement de l'industrie aéronautique. Le châssis avec une jambe de nez pendant les années de guerre n'était pas seulement sur l'Aérocobra, mais la même Mustang, ainsi que la King Cobra, avait une aile à profil laminaire. Au total, 3303 King Cobra ont été construits, dont 2421 ont été livrés à l'Union soviétique. Dans le cadre de l'armée de l'air rouge, les Aérocobra et King Cobra ont été efficacement utilisés pour attaquer les troupes allemandes. L'avion avait une norme A. Coloration Shuriken, olive sale et bas gris neutre. La France a reçu environ 300 King Cobra. L'avion XFL-1 Aerobonita avait beaucoup en commun avec l'Aérocobra, mais était beaucoup plus petit et beaucoup plus léger. De plus, le châssis Aerobonita était traditionnel pour les années 30, un tricycle avec un support de queue. XFL-1 Aerobonita a participé au concours pour un chasseur embarqué pour l'US Navy Air Force, offrant l'avion XFL-1 Aerobonita. La conception Aerobonita avait beaucoup en commun avec la conception Aérocobra. Dans le même temps, il est faux de considérer le XFL-1 comme un simple clone du XP-39B. Un XFL-1 expérimental a été commandé par la marine le 8 novembre 1938 et l'avion a reçu le numéro d'immatriculation 1588. L'Aerobonita a été le premier chasseur américain basé sur un transporteur depuis 1928 à être équipé d'un moteur en ligne refroidi par liquide. Brilliance Park a d'abord pris l'Aerobonita dans le ciel le 13 mai 1940. La surface alaire de l'Aerobonita était plus grande que la surface alaire du XP-39B, le fuselage était plus court et le cockpit était plus haut pour une meilleure visibilité lors du décollage et de l'atterrissage depuis un porte-avions. La différence la plus importante est le train d'atterrissage à roue arrière, un besoin urgent pour un avion embarqué de cette période. Le transfert du train d'atterrissage du nez à la queue a entraîné de nombreuses modifications sérieuses dans la conception de la machine, de sorte que des mesures ont dû être prises pour déplacer le centre de gravité. Pour assurer la stabilité de l'avion au sol, les jambes de force du train d'atterrissage principal ont été avancées, grâce à quoi les niches des supports principaux ont commencé à bloquer les canaux des conduits d'air des refroidisseurs d'huile et d'eau. Pour cette raison, au lieu de prises d'air dans les chaussettes d'ailes, des prises d'air sous les ailes ont été montées sur l'Aérobonite. Pour l'installation sur l'avion XFL-1, le moteur Allison XV1710 à 600 turbocompresseurs a été choisi. Initialement, l'armement suivant a été envisagé, un canon MAD-100 de 23 mm et deux mitrailleuses synchrones de calibre fusil. Plus tard, il a été décidé d'installer une mitrailleuse lourde au lieu d'un canon. La version à 3 mitrailleuses de l'armement, avec deux mitrailleuses de calibre fusil, doit être considérée comme totalement inadéquate. Cependant, sur le seul Aerobonite construit, les armes ne tenaient toujours pas. Un petit chasseur bel perdu dans la compétition face au lourd et puissant Chancevaux Corsair. Le Corsair est devenu le premier avion de chasse à atteindre 400 000 à l'heure en vol en palier. Nombre de construits, PCS une armement, non installé, une mitrailleuse lourde, deux mitrailleuses de calibre fusil. Moteur Allison V1710 à 6 puissances, CV 1150 vitesse maximale, 338 mph à 11 000 pieds monté 10 000 pieds en 3,8 minutes. Plafond de service 30 900 pieds distance de vol maximale, mile 1072 portée de vol de combat, mile 965 envergure, pied 35 longueur 29 pieds 9 pouces hauteur 12 pieds 9,5 pouces poids vide 5161 livres poids brut 6651 livres masse maximale au décollage 7212 livres. Le succès du chasseur Chancevaux F4U Corsair plus lourd et plus puissant a mis fin à l'histoire du XFL-1 Aerobonita. Aerobonita était le dernier avion Shuriken avec des rayures verticales rouges, blanches et bleues sur le gouvernail. Dans la configuration d'origine, l'avion XP-39 avait une verrière de cockpit haute, qui a ensuite été remplacée par une verrière plus basse basée sur les résultats des purges dans les Florina CA. Modification du R-39 Aerocobra XP-39 immédiatement après la prise de décision finale concernant la disposition de l'avion, l'usine de Buffalo, à New York, a commencé la construction d'un seul prototype XP-39, numéro de série 38 à 326. Après assemblage, le prototype a été transporté à Wright Field Air Force Base, PC, Ohio, où l'avion a effectué son premier vol le 6 avril 1938.
Équipé d'un moteur Allison V1710 à 17 d'une puissance de 1150 ch et turbocompressé, un chasseur expérimenté à une altitude de 20 000 pieds a atteint une vitesse de vol en palier maximale de 390 miles par heure, un excellent résultat même en tenant compte de l'absence d'armes et d'un ravitaillement incomplet. Au début, le XP30 avait une verrière haute avec une reliure fine. Les entrées d'air du turbocompresseur, du refroidisseur d'huile et du refroidisseur d'eau étaient situées sur les côtés du fuselage immédiatement derrière le cockpit. Le fuselage était divisé en deux parties, l'avant, du nez, du cockpit et du compartiment moteur et l'arrière, la queue elle-même. L'équipement radio était monté dans la partie arrière du fuselage. Les premiers vols d'essai ont révélé une pénurie de performance par rapport à celle calculée, il était nécessaire d'améliorer l'aérodynamique de l'avion. XP-39 a déménagé à Langley, PC. Virginia, pour des purges dans la soufflerie grandeur nature NACA. Sur la base des résultats des purges, le XP-39 a été converti en XP-39B. Nombre de construits, PCS une armement, non installé, moteur Allison V1710 à 17 puissance, CV1150 vitesse maximale, 390 mph à 20 000 pieds monté 20 000 pieds en 5 minutes. Plafond de service, Pi 32 000 distance de vol maximale, mile 1400 portée de vol de combat, mile 390 envergure, Pi 35 pieds 10 pouces. Longueur 28 pieds 8 pouces, hauteur 11 pieds, poids vide 3995 livres, poids brut 5550 livres, masse maximale au décollage 6204 livres. La capacité maximale des réservoirs de carburant interne est de 200 gallons. Capacité maximale des réservoirs de carburant externe. L'image montre clairement d'autres différences externes du XP-39 dans sa forme originale, la prise d'air du turbocompresseur sur le côté gauche du fuselage et un aileron plus petit. Des purges en soufflerie ont permis de réduire sa traînée aérodynamique en léchant la forme de l'avion. La portée des toits a été réduite et la longueur du fuselage augmentée. Après la modification, la désignation est devenue XP-39V. La prise d'air du refroidisseur d'huile a été retirée du côté tribord du fuselage, à la place des prises d'air ont été réalisées dans le bord d'attaque de la section centrale. Attention aux ailes du train avant, un ventail est fixé directement sur la crémaillère. Plus tard, la conception des vannes a été modifiée. XP-39 et après avoir soufflé le XP-39 dans la soufflerie grandeur nature NACA, il est devenu possible, sur une base strictement scientifique, d'améliorer l'aérodynamique de l'avion par des modifications relativement mineures de sa conception. À la suite des explosions, l'envergure a été réduite de 35 minutes, 10 secondes à 34,0 et la longueur du fuselage est passée de 28 pieds 8 pouces à 29 pieds 9 pouces. Ils ont également réduit la hauteur de la canopée et renforcé sa couverture. Les prises d'air ont été déplacées des côtés du fuselage vers le nez de la section centrale de l'aile. De nouvelles portes de niche du train d'atterrissage avant ont été utilisées. Ces innovations n'ont pas donné un grand effet en termes d'amélioration des caractéristiques de performance de l'avion. L'ensemble de l'effet positif a été nivelé par la décision de la commande d'USAC de retirer le turbocompresseur de l'avion. L'armée a vu dans la nouvelle voiture plus un avion de soutien au sol, et non un intercepteur à haute altitude. Le démontage du turbocompresseur s'est accompagné d'un remplacement du moteur. Un V1710 à 37 de 1090 chevaux a dû être installé. Le premier vol du prototype modifié, après modernisation, l'avion a reçu la désignation XP-39B, a eu lieu le 25 novembre 1939. Malgré les améliorations aérodynamiques, la vitesse maximale est tombée à environ 375 miles par heure. Bell a reçu une commande pour la production de 13 chasseurs YP-39 de pré-production. Nombre de construits, PCS une armement, non installé, moteur Allison V1710 à 37 puissance, CV1090 vitesse maximale, 375 mph à 15 000 pieds monté 20 000 pieds en 7,5 minutes. Plafond de service, Pi 36 000 distance de vol maximale, mile 1400 portée de vol de combat, 1600 envergure, Pi 34 pieds longueur 29 pieds 9 pouces hauteur 9 pieds 3 pouces poids vide 4995 livres poids brut 5834 livres masse maximale au décollage 6450 livres. La capacité maximale des réservoirs de carburant interne est de 200 gallons.
Capacité maximale des réservoirs de carburant externes. Après avoir soufflé dans des souffleries, la configuration du XP-39 a changé. L'avion a acquis une forme extérieure plus propre. La prise d'air du carburateur a été déplacée vers le fuselage derrière la verrière du cockpit. L'emplacement de la prise d'air n'a plus changé, mais sa section a été augmentée. 13 prototypes YP-39 ont été utilisés dans les essais en vol. Tous les avions ont volé non peints, ne portant que les marques USAC, à 4 endroits sur l'aile, et le gouvernail était peint avec des bandes horizontales de rouge, blanc et bleu. Comme le XP-39B, les prototypes YP-39 avaient des prises d'air dans le bord d'attaque de la section centrale de chaque aile. YP-39 Le 29 avril 1937, le commandement de l'USAC commande un lot de 13 avions YP-39 à Bell. L'un de ces avions, le YP-39A, devait être équipé d'un turbocompresseur, mais cela ne s'est pas produit. Les 13 avions ont été livrés sans turbocompresseur. L'avion a reçu des numéros d'armée de série de 40 à 27 à 40 à 39. Le YP-39 était propulsé par le moteur V1710 à 37, le même que le XP-39B. Le premier avion de pré-production n'était pas armé, mais la plupart des 12 restants ont reçu un armement, un canon de 37 mm, 2 mitrailleuses lourdes et 2 mitrailleuses de calibre fusil ont été placées dans le fuselage avant. Le premier YP-39 a volé pour la première fois le 13 septembre 1940 et a été remis à l'USAC le 12 octobre. L'augmentation du poids des avions associée à l'installation d'armes a entraîné une nouvelle baisse de la vitesse maximale 368 miles par heure à une altitude de 15 000 pieds. Tous les YP-39 ont été expédiés non peints. Uniquement sur le fuselage, devant la verrière du cockpit, une bande anti-reflet était appliquée avec de la peinture noire, le gouvernail était rayé, rouge et blanc, la coloration standard pour les avions militaires américains de la fin des années 30 et 1940-1941. Des marques d'identification ont été appliquées sur les surfaces supérieures et inférieures des plans d'aile à 4 endroits symétriquement, il n'y avait aucune marque d'identification sur le fuselage. Sur l'intrados de l'aile, l'inscription US Army a été réalisée en gros caractères à la peinture noire. Nombre de construits, PCS 13 armements, un canon de 37 mm, 2 mitrailleuses de calibre 0,30, 2 mitrailleuses de calibre 0,50 moteur Allison V1710 à 37 puissance, CV 1090 vitesse maximale, 368 mph à 15 000 pieds montée 20 000 pieds en 7,3 minutes. Plafond de service 33 300 pieds portée de vol maximale, 1000 000 portée de vol de combat, 1600 envergure, pied 34 pieds longueur 30 pieds 2 pouces hauteur 11 minutes, 10 secondes de poids à vide 5042 livres poids brut 7180 livres masse maximale au décollage 7235 livres la capacité maximale des réservoirs de carburant interne est de 170 gallons. Capacité maximale des réservoirs de carburant externe. Cette excellente image montre de nombreux détails du R-39C. Un point intéressant est que les jants du train d'atterrissage sont de la couleur de l'acier, tandis que les jants du train d'atterrissage des avions construits plus tard ont été peints en vert. Les surfaces avant des pales de l'hélice sont également de la couleur de l'acier. La roue de support avant a un disque de plus petit diamètre et des pneus plus gros, par rapport aux roues des derniers A et au Cobra. À noter l'absence de mitrailleuse à l'air. Les armuriers reconstituent la charge de munitions de 2 mitrailleuses de 12,7 mm et de 2 mitrailleuses de 7,62 mm montées dans le nez du fuselage du chasseur R-39 secondes. La photo montre une partie de la boîte de munitions de la mitrailleuse droite de 7 à 62 mm, la boîte de munitions de la mitrailleuse de 12,7 mm est située derrière. L'avion R-39C était la seule modification de l'ERA Cobra avec des mitrailleuses lourdes dans le fuselage. R-39 secondes de l'USAC a commandé le premier lot de ERA Cobra d'un montant de 80 voitures. Initialement, l'avion a reçu la désignation R-45, mais il a ensuite été changé en R-39C. La production en série du R-39 secondes a commencé en 1940, mais pas 80, mais seulement 20 chasseurs de ce modèle ont été produits. L'avion est entré dans le 40th Pursuit Squadron du 31st Pursuit Group pour des essais militaires. Le groupe était stationné à Selfridge Field Air Force Base, PC, Michigan.
Contrairement au YP-39, le P-39C était propulsé par le moteur V1710 à 35, qui avait 6 tuyaux d'échappement de chaque côté. Le verre blindé était monté à l'intérieur de la verrière de la canopée. La composition et le placement des armes n'ont pas changé. Les avions P-39C ont été les premiers Airacobra à être peints selon le nouveau schéma, au vert olive et bas gris neutre. Des marques d'identification ont également été appliquées conformément aux nouvelles règles, sur les côtés du fuselage, sur la console de l'aile gauche d'en haut et à droite, d'en bas. L'inscription noire US Army sur l'intrados de l'aile est conservée. Au début, les numéros de série de l'avion étaient écrits dans le nez et la queue du fuselage. De plus, le code 31P était appliqué au fuselage avec de la peinture jaune, la désignation du 31e groupe. Fin 1941, le code jaune 31R est repeint en noir. Pas un seul P-39 seconde n'a pris part aux hostilités. Ils ont décidé de souligner le statut de non-combat de l'avion en changeant la désignation, de R-39C à RP-39C. Nombre de construits, PCS-20 armement, un canon de 37 mm, 2 mitrailleuses de calibre 0,30, 2 mitrailleuses de calibre 0,50 moteur Allison V1710 à 35 puissance, CV1150 vitesse maximale, 379 mph à 13 000 pieds montée 12 000 pieds en 3,9 minutes. Plafond de service, Pi 33 200 distance de vol maximale, mile 730 portée de vol de combat, mile 450 envergure, Pi 34 pieds longueur 30 pieds 2 pouces hauteur 11 minutes, 10 secondes de poids à vide 5070 livres poids brut 7180 livres masse maximale au décollage 7300 livres la capacité maximale des réservoirs de carburant interne est de 170 gallons. Capacité maximale des réservoirs de carburant externe. À partir du R-39C, 2 grandes prises d'air dans le bord d'attaque de la section centrale, une dans chaque avion, ont été remplacées par 4 prises d'air plus petites. Attention aux niches du train principal complètement fermées par les trappes, un phare d'atterrissage escamotable est visible sur l'intrados du plan de l'aile gauche. Le P-39C a été le premier Cobra à recevoir la livrée standard USAC d'un dessus olive sale et d'un dessous gris neutre. Les marques d'identification sur l'aile ont été appliquées de manière asymétrique. La plupart des 20 P-39 secondes construits sont entrés en service dans le 41H Ficté Escadron du 31ST Ficté Group, stationné à Selfridge Field, PC, Michigan. Ces avions étaient utilisés pour des tests militaires et opérationnels, ils volaient souvent avec leurs armes retirées. Le personnel au sol roule dans le parking P-39C, l'aérodrome de Salford Field. Le marquage de l'escadron consistait uniquement en l'application de numéros de queue jaune sur les flancs du fuselage avant et du code 31P du 31ST Pursuit Group sur les quilles. R-39 secondes Airacobra IR-400 le 30 avril 1940, la France commande 200 chasseurs Airacobra. L'Allemagne a vaincu la France avant que la société Bell ne puisse livrer au moins un des chasseurs commandés. Après la capitulation de la France, la commande de 200 avions s'ajoute aux 475 chasseurs Airacobra déjà commandés par la Grande-Bretagne. Les Britanniques ont exigé de revoir la composition et l'emplacement des armes, remplacer le canon de 37 mm par un canon de 20 mm avec une charge de munitions de 60 obus, retirer les mitrailleuses synchrones de calibre fusil, mais installer 4 mitrailleuses de calibre .303 montées sur les ailes. Tous les combattants américains de la RAF ont reçu leur propre nom, le P-39 destiné à être rebaptisé Caribou, mais ils ont ensuite décidé de laisser le nom américain Airacobra. Pour leurs avions, le commandement de la RAF a réservé les codes A728 à A738, AP266 AP283, BW100 BW183, BX135 BX174. Lors de la commande, les Britanniques étaient convaincus qu'ils recevraient un intercepteur à haute altitude avec une vitesse maximale de 400 miles par heure et un plafond de 36 000 pieds, c'est-à-dire qu'ils étaient basés sur la spécification d'origine selon laquelle l'Airacobra avait été conçu à. L'Airacobra y avait des moteurs V1710 à 35 2150 chevaux sans turbocompresseur, contrairement aux moteurs V1710 à 35 de l'avion R-39C. Les moteurs Airacobra y avaient 12 tuyaux d'échappement individuels de chaque côté. La vitesse maximale était de 367 mph, pas 400 du tout.
Le premier Era Cobra est entré en service avec le numéro 601 Escadron RAF. La connaissance de l'avion a été marquée par la confusion dans l'esprit des pilotes et de leurs commandants. L'avion, en termes de caractéristiques, s'est avéré complètement différente de ce à quoi on s'attendait. Le commandement de la RAF a annulé la commande, accompagnant le refus d'un reproche de colère au concepteur de Bell. Les Britanniques ont populairement expliqué au concepteur à quoi avait conduit le retrait du turbocompresseur de l'avion. Les protestations sont au mauvais endroit. À un moment donné, des représentants de la société Bell ont tenté de prouver la nécessité d'un turbocompresseur sur l'Era Cobra au commandement de l'USAC, mais n'ont pas pu. Contrairement à la Grande-Bretagne, l'Aérocobra a été accepté avec beaucoup d'enthousiasme en Union soviétique. 212 Cobra de l'ordre britannique sont entrés en service dans l'armée de l'air rouge. Il s'est avéré que ces avions ont ouvert la voie à des milliers d'Aérocobras ultérieurs. Le premier Aérocobra livré à la RAF. Après que les Britanniques ont abandonné l'Aérocobra, de nombreux avions de l'ordre britannique sont entrés dans l'USAC, où ils ont reçu la désignation P400. Un chasseur P400 du 67 TH Ficte Escadron du 347 TH Ficte Group est en préparation pour le décollage, Guadalcanal. L'avion a été peint selon le schéma de camouflage de la RAF. Dans les conditions climatiques épouvantables de Guadalcanal, les techniciens ont été contraints de préparer les avions pour les départs exclusivement sous des filets de camouflage, qui protégeaient au moins d'une manière ou d'une autre les gens du soleil brûlant. À la veille de l'entrée en guerre des États-Unis, le commandement de l'USAC s'inquiète de la composition quantitative de la flotte d'avions de combat. 179 Aérocobra de l'ordre britannique sont entrés en service avec l'USAC, où ils ont reçu la désignation P400. Plus de 100 Aérocobra y sont entrés dans l'armée de l'air australienne. Le besoin de chasseurs dans certaines parties de l'aviation américaine dans le Pacifique était si aigu que les Cobras n'ont même pas été repeints à partir d'un camouflage britannique aux couleurs de l'USAC. Les chasseurs P400, en particulier, étaient en service avec le 8 TH Ficte Group en Nouvelle-Guinée et en Australie, le 35 TH Ficte Group en Nouvelle-Guinée et le 347 TH Ficte Group à Guadalcanal. Nombre de construits, PCS 675 armement, un canon de 20 mm, 4 mitrailleuses à aile de calibre 0,30, 2 mitrailleuses synchrones de calibre 0,50 moteur Allison V1710 à 35 puissance, CV 1150 vitesse maximale, 358 mph à 15 000 pieds montée 10 000 pieds en 5,1 minutes. Plafond de service, Pi 39 000 distance de vol maximale, mile 1098 portée de vol de combat, 1600 envergure, Pi 34 pieds longueur 30 pieds 2 pouces hauteur 9 pieds 3 pouces poids vide 5360 livres poids brut 7380 livres masse maximale au décollage 8200 livres la capacité maximale des réservoirs de carburant interne est de 120 gallons. Capacité maximale des réservoirs de carburant externe 95 gallons. R400. P39D du 39 TH Ficte Escadron du 31 ST Ficte Group. La photo a été prise à la base de l'escadron à l'aérodrome de Selfridge Field, PCS, Michigan. Le marquage de l'appareil est similaire au marquage du R39C du même escadron, à l'exception du code couleur 31R sur l'aileron, au lieu de jaune, il est noir. De plus, des emblèmes d'unité ont été ajoutés aux deux ports du cockpit. Le lieutenant John S. Robertson se penche hors du cockpit d'un P-39D, l'aéroport de Nashitoshi, saluant Louisiane. Fin 1941, des P-39D du 39 TH Squadron, 31 ST Ficte Group ont participé à un exercice en Louisiane. P-39D Les 60 derniers appareils du premier lot commandé par l'USAC ont été construits en tant que P-39DB. Il se distinguait du R-39C par l'absence de mitrailleuses synchrones de calibre fusil, mais 4 mitrailleuses de calibre .303 étaient placées dans l'aile, c'est-à-dire que le schéma d'armement des mitrailleuses était similaire à celui de l'Aérocobra et l'installation de mitrailleuses d'aile a conduit au renforcement de la structure de l'aile et à l'organisation de compartiments pour le placement des munitions. La charge de munitions de chaque mitrailleuse d'aile est de 1000 cartouches. Afin de réduire la vulnérabilité de l'avion, le P-39D était équipé de réservoirs de carburant scellés et d'un blindage. Un support était monté sous le fuselage, conçu pour transporter une bombe de 250 ou 500 livres ou un réservoir de carburant supplémentaire. Moteur,
V1710 à 35 avec 6 tuyaux d'échappement par côté, le même que sur le R39C. Cependant, certains avions ont reçu des moteurs avec 12 tuyaux par côté. L'avion P-39D différait du simple P-39D par son armement. Au lieu d'un canon de 37 mm, il y en avait un de 20 mm. Le plus souvent, les P-39D étaient en service avec des escadrons P-400, également équipés de canons de 20 mm. À partir de la modification du P-39D sur le Air Cobra dans chaque plan de l'aile, une paire de mitrailleuses de 7,62 mm a été placée. La mitrailleuse extérieure a été installée avec un léger décalage en arrière par rapport à la mitrailleuse intérieure. En plus, elle avait un canon plus court. Vue de face des mitrailleuses de l'avion de l'aile gauche. Après le refus d'installer des mitrailleuses de 12,7 mm dans le nez du fuselage, l'intérieur du compartiment du P-39D a changé. À la place de la mitrailleuse, une bouteille d'oxygène recouverte d'une armure a été installée. Les 60 chasseurs P-39D ont été suivis par 705 avions P-39D qui ne différaient que par des canons de 20 mm au lieu de 37 mm. 158 chasseurs P-39D étaient propulsés par des moteurs V1710 à 63 d'une puissance HP 1325. Dans le Pacifique, de nombreux escadrons de chasse américains étaient armés simultanément des P-400, P-39D et P-39D. Ils sont devenus les premiers Air Cobra à être baptisés par le feu dans le cadre de l'USAC. Une partie de l'avion P-39D est entrée en service dans l'armée de l'air rouge dans le cadre d'un pré-bail. Certains P-39D de première construction ont été modifiés en reconnaissance photographique en installant des caméras aériennes K-24 et K-25 dans le fuselage arrière. L'armure recouvrait les refroidisseurs d'huile et d'eau. 23 avions ont été modifiés dans la variante P-39D 3B, 11 autres dans la variante P-39D 4B. Les ceintures de cartouches pour les mitrailleuses à aile étaient placées dans de longues boîtes étroites, 1000 cartouches par baril. P-39D du second Ficté Escadron du 357 TH Ficté Group. Enseignement d'Antonopah, PCS. Nevada, printemps 1943. P-39D Ficté tableau de bord. Un altimètre, 2 indicateurs de virage, 3 indicateurs de vitesse, 4 indicateurs de pression, 5h6 ampères-mètre, 7 indicateurs de consommation de carburant, 8 allumages, 9 indicateurs de pression d'atterrissage, 10 indicateurs de température, 11 boussoles, 12 horizons d'altitude, 13 indicateurs de taux de montée, 14 indicateurs de roulis et de dérapage, 15 tachymètres, 16 dispositifs de commande du moteur, 17 thermomètres du carburateur, 18 robinets du système d'oxygène, 19 manomètres du système de carburant, 20 thermomètres. P-39D1. Numéro construit, P-39D, PCS 60 nombre de construits, P-39D1B, PCS 705 nombre de construits, P-39D2B, PCS 158 armement, un canon de 37 mm, sur les P-39D1B et P-39D2B un canon de 20 mm, 4 mitrailleuses à aile de calibre 0,30, 2 mitrailleuses synchrones de calibre 0,50 moteur Allison V1710 à 35, P-39D et P-39D1B, Allison V1710 à 63, P-39D2B, puissance, CV1150, V1710 à 35, 1325, V1710 à 63, vitesse maximale, 368 mph à 12 000 pieds, P-39D, montée 15 000 pieds en 5,7 minutes. P-39D, plafond de service 32 pieds 100, P-39D, portée de vol maximale, mile 1545, P-39D, portée de vol de combat, mile 800, P-39D, envergure, pied 34 pieds, longueur 30 pieds, 2 pouces, hauteur 11 pieds, 10 pouces, poids vide 6300 livres, poids brut 7830 livres, masse maximale au décollage 8200 livres. La capacité maximale des réservoirs de carburant interne est de 120 gallons. Capacité maximale des réservoirs de carburant externe 95 gallons, 175 gals sur P-39D2B. Les sièges du pilote sur toutes les versions de l'Aérocobra étaient les mêmes. Il est généralement indiqué que les chasseurs P-39F avaient 12 tuyaux d'échappement individuels de chaque côté. Sur la photo, le numéro de série 41 à 7246 du P-39F. Il est facile de calculer qu'il n'y a pas 12 tuyaux, mais 6. Est-ce l'exception ou la règle?
Les chasseurs modèle P-39F ne différaient du P-39D que par des hélices d'un diamètre de 10 pieds 4 pouces. Au moment où la production du P-39F a commencé, le train d'atterrissage a commencé à être peint en vert. P-39F et P-39J. La variante P-39F était un développement ultérieur du P-39D, propulsé par le moteur V1710A35 utilisé dans la plupart des avions de modification D. Mais sur les moteurs de tous les P-39F, il y avait 12 buts individuels. Le canon de 37 mm est revenu dans le fuselage avant. À la place de l'hélice Curtiss électrique trouvée sur tous les Cobra précédents, le P-39F a reçu une hélice aéroproduct de 10 pieds 4 pouces. 27 avions P-39F ont été modifiés en avions de reconnaissance photo similaires aux avions de reconnaissance photo P-39D3B et P-39D4B. L'avion de reconnaissance photographique basé sur le P-39F a reçu la désignation P-39F2B. 244 chasseurs P-39F ont été commandés, 229 ont été construits. Les 25 derniers avions du lot étaient équipés de moteurs V1710A59 avec un système de contrôle automatisé. Ces chasseurs ont reçu la désignation P-39J. Un nombre important de P-39F et de P-39J ont combattu en Afrique du Nord, dans les montagnes aléoutiennes et dans le Pacifique Sud-Ouest. En vol, le P-39F porte le numéro de série 41 à 7224, avec des tuyaux d'échappement 12. Très probablement, la règle vraiment générale pour le P-39F était la présence de 12 tuyaux d'échappement individuels de chaque côté. Une caractéristique intéressante de cette machine est que le numéro imprimé sur la quille est dupliqué sur le côté du fuselage à l'avant. La photo montre clairement le rabattement du fuselage dans la partie médiane. Les 25 derniers avions de la modification P-39F étaient équipés de moteurs V1710A59, ces machines ont reçu la désignation P-39J. Extérieurement, ils ne différaient en rien, même par le nombre de tuyaux d'échappement individuels, du P-39F. Lors de son service dans le 57th Squadron du 54th Fighter Group, cet appareil était piloté par le lieutenant Leslie Spun. L'escadron était basé en Alaska. Sur le côté du fuselage devant la porte du cockpit se trouvent les marques de 3 victoires en combat aérien. P-39F R-39K, P-39 litres, R-39M et P-39N. Initialement, 1800 chasseurs P-39G ont été commandés, mais ensuite le lot a été divisé en plusieurs séries d'avions de différents modèles, P-39K, P-39 litres, P-39M et P-39N. Ces 4 variantes de l'ERA Cobra sont connues sous le nom de moyens. Les 210 R-39K construits étaient propulsés par des moteurs V1710A63 de 1325 ch optimisés pour le fonctionnement à basse altitude et les avions aéroproducts. Le moteur V1710A63 avait 6 tuyaux d'échappement par côté. Les munitions pour les mitrailleuses lourdes ont été augmentées de 15 cartouches par baril. Des caméras aériennes ont été installées sur 6 R-39K, après quoi les machines ont reçu la désignation R-39KB. Les chasseurs de modification P-39 litres ont été fabriqués en 250 unités dans le cadre d'un contrat pour la production du P-39K. Des hélices Curtiss électriques ont été installées sur le P-39 litres, des évents triangulaires sont apparus sur les côtés du fuselage avant. La variante R-39 litres a été le premier Cobra avec une nouvelle roue avant de conception. La nouvelle roue avait un disque plus grand et un pneu plus étroit, tandis que le diamètre global de la roue restait le même. 2 caméras aériennes ont été montées sur 11 P-39 litres, celles de reconnaissance photographique ont été désignées P-39L2B. En vol, le R-39K est le premier des 4 modèles Cobra moyens. Initialement, l'avion a été commandé sous le nom de P-39G, mais au final, au lieu d'un, 4 modifications ont été obtenues, pas très différentes les unes des autres. Les chasseurs de la variante R-39M ne différaient du P-39 litres que par leur moteur, ils étaient équipés de moteurs V1710A83 d'une puissance de 1360 chevaux. Hélice, Curtiss électrique. 8 R-39M ont été mis à niveau vers la reconnaissance photographique R-39M2B. Le modèle P-39N devint la plus nombreuse des modifications moyennes des ERA Cobra. Ces chasseurs furent construits à 2095 exemplaires. Afin de réduire le poids de l'avion sur le P-39N,
La capacité des réservoirs de carburant interne a été réduite à 87 gallons. Cependant, les avions étaient équipés de kits permettant de rétablir la normale dans des conditions extrêmes. Réservoirs internes de 120 gallons. Les 500 premiers P-39N ont été désignés P-39NB, propulsés par des moteurs V1710 à 85 et des hélices aéroproducts de 11 pieds 4 pouces. Les 900 chasseurs suivants ont été produits sous la désignation P-39NB. Le diamètre des hélices aéroproducts sur ces machines a été augmenté à 11 pieds 7 pouces. De plus, pour un meilleur équilibre de l'avion, le centre de gravité a été légèrement décalé vers l'arrière. Les 695 derniers chasseurs ont été désignés P-39N5B et ont vu leur blindage retiré, avec une masse totale de 38 livres. Au lieu de verre pare-balles transparent, une petite plaque de blindage en acier a été placée derrière le siège du pilote. Sur la base du P-39N, 2 variantes d'avions de reconnaissance photographique ont été produites, P-39N2B, 128 avions convertis à partir du P-39N1B, et P-39N3B, 35 avions convertis de P-39NB. Les chasseurs P-39N étaient largement utilisés dans l'USAC et dans l'armée de l'air rouge. Ils étaient également en service dans l'armée de l'air française Libre, après mai 1943, en Italie. Aérocobra de l'unité de formation, la photo a été prise sur un aérodrome situé dans la partie continentale des États-Unis. Au total, 240 chasseurs R-39M ont été fabriqués. Le tableau de bord de l'avion R-39M. Un mécanicien aide un pilote à démarrer un moteur P-39 litres par une dure journée glaciale. Faites attention aux bouches d'aération dans le nez du fuselage, qui sont devenues la norme pour toutes les modifications ultérieures du Cobra. P-39 litres. Nombre de construits, PCS 2095 armement, un canon de 37 mm, 4 mitrailleuses à aile de calibre 0,30, 2 mitrailleuses synchrones de calibre 0,50 moteur Allison V1710 à 85 puissance, CV1200 vitesse maximale, 379 mph à 10 000 pieds montés 15 000 pieds en 3,8 minutes. Plafond de service, Pi 38 500 distance de vol maximale, mile 1250 portée de vol de combat, 1750 envergure 34 pieds longueur 30 pieds 2 pouces hauteur 12 pieds 5 pouces poids vide 5675 livres poids brut 7600 livres masse maximale au décollage 8200 livres la capacité maximale des réservoirs de carburant interne est de 87 gallons. Capacité maximale des réservoirs de carburant externe 175 gallons. La dernière des 4 modifications moyennes est le P-39N. 2095 appareils de cette variante ont été produits. Faites attention à la roue du train avant, un disque de grand diamètre et un pneumatique étroit. Les premières roues de ce type ont été installées sur le P-39 litres. Le tableau de bord d'un chasseur P-39N, photographié par Bell. Les tableaux de bord différaient légèrement les uns des autres sur les Cobras de différents modèles. Ce P-39N a été capturé par les Allemands comme trophée au début de 1944. Le numéro de queue 71 est jaune, le numéro de série sur l'aileron est peint. Les numéros de série sur la quille, traditionnels pour les avions américains, étaient généralement peints après l'arrivée des Cobras en URSS. P-39Q Le P-39Q est le dernier modèle de production de l'ERA Cobra et, en même temps, le plus massif. 4905 chasseurs de la modification Q de 8 séries de production ont été construits. Plus de la moitié de ce montant a été livré à l'Union soviétique, transféré à la France libre et est devenu un allié de l'Italie. La différence la plus importante entre le P-39Q et l'avion des modifications précédentes était le démantèlement des mitrailleuses d'aile avec la possibilité simultanée de suspension sous les avions d'aile par un conteneur avec une mitrailleuse lourde. Un grand nombre de P-39Q, en particulier dans l'armée de l'air rouge, ont volé sans conteneur de mitrailleuse montée sur les ailes. Comme sur le P-39N, le P-39Q était équipé de moteurs V1710 à 85 avec 6 bus à bord. Les avions de la première série de production ont été désignés P-39Q1B 152. Ces ERA Cobra avaient des réservoirs internes de 87 gallons. 5 avions ont été convertis en avions de reconnaissance photo P-39Q2B. Appareils de la deuxième série, P-39Q5B, 950 exemplaires furent fabriqués.
La capacité des réservoirs internes du P-39Q5B était de 110 gallons. Pour réduire le poids de l'avion, l'épaisseur du blindage a été réduite. 2 caméras ont été installées sur 148 véhicules. La reconnaissance photo P-39Q6B s'est avérée. Les chasseurs 705 P-39Q10B avaient des réservoirs de carburant de 120 gallons et une protection blindée renforcée. De plus, sur les recommandations de spécialistes soviétiques, un certain nombre d'améliorations ont été introduites sur ces machines, visant à améliorer les performances de l'avion en hiver. L'automatisation du contrôle de la centrale a été introduite, en particulier, le mouvement du secteur du gaz et le changement du nombre de tours de l'hélice ont été coordonnés. 8 avions ont été convertis en avions de reconnaissance photographique P-39Q11B. Le prochain lot de production est 1 millier de P-39Q15B. Ces machines ne différaient pas beaucoup du P-39Q10B. Au lieu de 4 réservoirs d'oxygène, il en restait 2. Un petit nombre de Cobra de toutes les modifications ont été modifiés en une variante de reconnaissance photo. En règle générale, les caméras étaient du même type. La flèche sur la photo montre le panneau de commande de l'équipement photo. Panneau de contrôle de l'équipement photo. 2 caméras sont installées dans la partie inférieure du fuselage juste derrière l'aile. Caméra, panneau de revêtement inférieur du fuselage retiré. Sur les chasseurs 891 P-39Q20B, la composition de l'équipement embarqué a quelque peu changé. 109 P-39Q21B étaient équipés d'hélices quadripales Aeroproduct. Modèle de chasseur P-39Q25B construit à 700 exemplaires. La plupart d'entre eux sont entrés en service dans l'armée de l'air rouge. Sur le P-39Q25B, la conception du fuselage arrière et de la queue horizontale a été renforcée. Le dernier cycle de production est de 400 P-39Q30B sur ces avions. Bell est revenu aux hélices tripales. Avec la sortie du dernier P-39Q30B, la production en série de l'Era Cobra est terminée. L'usine passe à la production des chasseurs R-63 King Cobra, et les concepteurs s'attaquent au premier chasseur à réaction américain, le R-59 Comet. Le P-39Q était la dernière variante de production de la Cobra. Au lieu de 4 mitrailleuses à aile de calibre fusil, des gondoles avec une mitrailleuse de 12,7 mm étaient montées sous chaque avion R-39Q. Dans des conditions de combat, les gondoles étaient souvent supprimées. Le tableau de bord du chasseur P-39Q. L'image n'est pas de la meilleure qualité. De plus, le dispositif de contrôle du moteur a été retiré du tableau. L'Itlynx Lynx 2 P-39Q, qui à la fin de 1943 a été basé à Port Moresby. La trousse de premiers soins est fixée au verso du dos blindé du chasseur P-39Q15B. Sur les Cobras antérieurs, la trousse de premiers soins était fixée à l'intérieur de la porte gauche du cockpit. Chasseur P-39Q à l'aérodrome de Maquin, île Gilbert, 1943. La photo n'est pas de très bonne qualité, mais elle montre un Cobra rare, P-39Q25B avec une hélice à 4 pales. De telles vis n'ont été installées que sur les P-39Q21B et P-39Q25B. Presque toutes ces machines ont été livrées à l'Union soviétique. Gros plan sur le secteur du gaz, montrant le panneau de commande électrique avec ampèremètre. Gros plan de la télécabine sous les ailes avec une mitrailleuse de 12,7 mm. La nacelle a été installée sur le P-39Q au lieu de 2 mitrailleuses à aile de 7,62 mm. Comme aux États-Unis, plusieurs Cobra ont été mis à niveau en Union soviétique dans une version d'entraînement à 2 places du TR-39. Après la fin de la guerre, l'URSS a remis 2 Cobra aux Polonais pour qu'ils soient testés pour le choix des chasseurs de l'armée de l'air du pays. Les démocrates du peuple ont opté pour le Yak-9. Le côté tribord du cockpit du pilote du P-39Q, photographié à travers la porte gauche ouverte du cockpit. Le bouton de commande est peint en noir, mais la peinture s'est beaucoup écaillée. Nombre de construits, PCS 4905 armement, un canon de 37 mm, 4 mitrailleuses de calibre 0,50 moteur Allison V1710 à 85 puissance, CV 1200 vitesse maximale, 385 mph à 15 000 pieds monté 15 000 pieds en 4,5 minutes. Plafond de service 35 000 pieds distance de vol maximale, mile 1100 portée de vol de combat, 1650 envergure,
Pi 34 pieds longueur 30 pieds 2 pouces hauteur 12 pieds 5 pouces poids vide 5645 livres poids brut 7700 livres masse maximale au décollage 8350 livres capacité maximale des réservoirs de carburant interne 120 gallons capacité maximale des réservoirs de carburant externe 175 gallons. 2 P-39Q ont été reçus par des avions de l'US Navy. Ces avions ont été désignés F2L1K selon le système de codage de l'aviation de la flotte. En raison de la faible capacité des réservoirs de carburant interne, un réservoir de carburant supplémentaire était souvent suspendu sous les fuselages du Cobra, le plus souvent d'une capacité de 75 gallons. Le char était monté sur un porte-bombe standard. Chasseur P-39Q du 2e Ficte Escadron, 357 TH Ficte Group, et Warfield, PCS. Californie, 1943. Ajustement des armes aéroportées du chasseur P-39Q. En tant qu'officier d'état-major du 357 TH Ficte Group, un chasseur P-39Q-1B portant son propre nom Saga Boys était piloté par le colonel Edward S. Chickering. Il s'agit du 2e P-39Q-1B à sortir de la chaîne de montage. Un trio d'avions peints en zèbre P-39Q. Des combattants peints de cette manière ont été utilisés aux États-Unis comme formation. Dans les exercices, ils agissaient généralement comme un adversaire. TR-39. P-39Q. 3 prototypes XP-39e ont été construits avec des ailes différentes, stabilisées par blocage et gouvernail. Selon certaines sources, une aile laminaire a été testée sur le XP-39e, qui a ensuite été utilisée sur le chasseur XP-63 King Cobra. Cependant, des photographies bien connues réfutent cette version. Très probablement, les informations font référence à 2 XP-39e, XP-63 convertis. Les 3 premiers prototypes ont en effet servi à tester les solutions de conception du King Cobra, mais pas l'aile laminaire. Au début, il était censé équiper les prototypes de moteurs Continental V1430, mais des moteurs Allison V1710 à 47 ont été installés. Le fuselage a dû être allongé de 21,3 pouces pour accueillir le turbocompresseur. Il était supposé que l'avion entrerait en production sous la désignation R-76, mais le programme de production en série a été annulé. Tous les modèles de l'Era Cobra et du chasseur R-63 King Cobra étaient équipés de différentes versions du moteur Allison V1710. Une variante du moteur Allison V1710 avec 6 doubles sorties d'échappement par côté, il y avait une variante avec 12 sorties d'échappement individuelles. Faites attention à la section ronde de la courbe de la buse. Le moteur était relié à une boîte de vitesse à arbre longue installée immédiatement derrière l'hélice. La photo montre clairement comment le pistolet a été monté. Vue de gauche du moteur du chasseur P-39N, les panneaux de fuselage ont été démontés. L'arrière du moteur Allison V1710, vue du côté droit. Le réservoir d'huile est situé devant la batterie dans le nez même du fuselage. L'accès au moteur était assuré par 2 panneaux amovibles des côtés droit et gauche du fuselage. Un petit réservoir de carburant consommable est fixé devant la cabine. Ficte P-39N de la collection du musée de Chilliot, PCS. Californie restaurée dans son état d'origine. Les poignées de rechargement des mitrailleuses lourdes sont bien visibles, elles sont peintes en rouge. L'intérieur des cockpits des chasseurs P-39 et P-63 fabriqués par Bell était peint en vert. Sur la photo de gauche, le secteur du gaz est clairement visible. La surface intérieure de la porte gauche du cockpit, la couleur est verte. Comme il est extrêmement difficile d'ouvrir la porte contre le flux d'air entrant lors d'une sortie de secours de l'avion en vol, l'Era Cobra a été équipé d'une réinitialisation d'urgence des 2 portes de cabine. La surface intérieure de la porte droite du cockpit, la couleur est verte. Il y a une poche pour les cartes de vol sur la porte. Sur le rabat de la poche se trouve une instruction pour sortir-rentrer le train d'atterrissage et les volets. La conception du train d'atterrissage avant est simple, mais solide et fiable. Attention au petit rabat de niche fixé en haut du rack. La niche est fermée principalement par des portes étroites fixées sur les côtés de la niche. Le poteau et les surfaces intérieures des portes et des niches sont peints en vert. Sur les premières versions du Cobra, la jambe de force et la jambe de force n'étaient pas peintes. Il n'y avait pas de console latérale dans le cockpit de l'Aérocobra, les commandes étaient montées directement sur le sol sur les côtés du siège du pilote. Grand siège pilote masculin.
Notez la couleur différente des ceintures de sécurité. L'intérieur des cockpits de l'Aérocobra du musée de Chinos, vue de gauche. Un gouvernail monté sur la cuvette du siège est utilisé pour régler le volet compensateur de profondeur. L'espace cabine du fuselage est utilisé pour le montage de la station radio. Le type de station de radio a changé en fonction de la modification du chasseur R-39 et du théâtre d'opération dans lequel l'avion était exploité. Le segment droit de la verrière du cockpit peut être replié dans l'axe longitudinal, permettant d'accéder à l'équipement radio. Le nez du fuselage avec la peau retirée, vue arrière droite, avion P-39N du musée de Chinos. Détail du chargeur de canon de 37 mm. Le réservoir d'oxygène est peint en jaune vif. La batterie est peinte en rouge, mais en réalité elle était noire. Les surfaces intérieures sont peintes de la même manière que l'intérieur de la cabine, en vert. Vue du côté gauche du fuselage avant d'un P-39N d'un musée à Chinos. Gros plan sur la roue avant. Les Cobras des premiers numéros avaient des roues avec des disques de petit diamètre et des pneumatiques relativement gros. Plus tard, à partir du P-39 litres, ils ont commencé à installer des roues avec de grands disques et des pneumatiques étroits. Nettoyage de poussée, libération du train avant. Vue de dessous de la niche du train d'atterrissage avant. Vue intérieure du train d'atterrissage principal fauve. La jambe de la roue est argentée, la jambe et la surface intérieure de la jambe sont vertes. Vue de face du train d'atterrissage principal gauche. Intérieur du passage de roue du train d'atterrissage principal gauche, notez les raidisseurs, la tringlerie et le châssis intérieur. Vue intérieure du train d'atterrissage principal droit. Facilement confondu avec le support gauche. Vue arrière du train d'atterrissage principal droit, notez le câblage hydraulique des freins et la fixation du châssis à la jambe de force. L'intérieur de la niche du train d'atterrissage principal gauche. Gros plan du puits du train principal droit. Une partie de la niche, située dans la section centrale, est peinte en vert, une partie de la niche dans le plan de l'aile amovible est en jaune vif. Intérieur du passage de roue du train principal droit. Vue générale du cockpit de l'Aérocobra, côté bâbord. Extérieurement, le cockpit est resté pratiquement inchangé sur tous les modèles de production de l'Aérocobra. Faites attention à la fenêtre dans le vitrage latéral de la verrière. La visière était souvent éclaboussée d'huile, ce qui limitait la vue vers l'avant. Dans ce cas, le pilote a ouvert la fenêtre. Les fenêtres des portes de la cabine étaient abaissées et relevées comme dans une voiture conventionnelle. Les pilotes utilisaient souvent la bonne porte pour accéder au cockpit. L'équipement radio du chasseur P-39Q est clairement visible à travers le vitrage à l'arrière de la verrière. La partie du canon de 37 mm dépassant du cône de l'hélice était souvent recouverte d'un boîtier. Le canon n'a jamais été fermé par une douille de 20 mm. La partie avant du fuselage passe en douceur dans le cône de l'hélice. À partir de la modification du P-39 litres, une grande bouche d'aération est apparue à l'avant du fuselage de chaque côté. Faites attention au trou sur le côté du fuselage, qui sert à soulever l'avion. Évent côté gauche. Une plaque à ressort ferme le trou pour l'éjection des cartouches de mitrailleuses usagées. Juste en dessous et devant la porte du cockpit, l'empreinte de l'avion est marquée sur le fuselage, type, affiliation, numéro de série. Vue de face de la prise d'air du carburateur située derrière la verrière du cockpit sur la surface supérieure du fuselage. Faites attention à la plaque horizontale dans le conduit d'admission d'air. La partie arrière du fuselage avec la peau retirée, vue en haut à droite. Un objet sphérique est un réservoir d'huile moteur, peint en argent. Le mât de l'antenne radio est également visible. Le mât est en bois. La commande des volets est électrique. L'entraînement électrique pour la rétraction-extension des volets est installé dans la section centrale du plan droit. Poussée de nettoyage-libération des volets du plan gauche. L'équipement radio est installé non seulement dans le cockpit, mais également dans le fuselage. La photo a été prise du côté bâbord, le panneau d'accès au compartiment a été retiré. Un trou traversant dans la partie arrière du fuselage est conçu pour soulever l'avion. Faites attention à l'entrée d'antenne blanche sur la surface supérieure du fuselage. Les entrées d'air du refroidisseur d'huile et du radiateur du moteur sont situées dans le bord d'attaque de la section centrale des plans d'aile gauche et droit. Le volet du plan droit en position déployée. Avion P-39N de la collection du musée de Chinos, PCS. Californie.
Standard pour la plupart des avions américains pendant la Seconde Guerre mondiale, le récepteur de pression d'air a été installé sur l'aérocobra dans le bord d'attaque de l'avion de l'aile gauche à l'extrême pointe. Pot d'aileron, l'un. Il y a des volets compensateurs et des plaques d'équilibrage sur les deux ailerons. Sur la photo, l'aileron gauche. Aileron droit. La partie inférieure du fuselage, entre les niches du train d'atterrissage principal, avec le panneau de revêtement retiré. C'est là que se trouve le refroidisseur d'huile. Les canons des mitrailleuses d'ailes sont recouverts de douilles en acier, le bout de l'aile est également gainé d'acier à l'endroit où les mitrailleuses sont installées. Des mitrailleuses à ailes ont été placées sur les modifications Air Cobra P-39D, P-39N. Les cartouches ont été éjectées à travers 4 trous sur la surface inférieure du plan de l'aile. La photo montre clairement les trous pour l'éjection des cartouches usagées. Un porte-bombe standard est monté sur l'axe central sous le fuselage. Il peut transporter des bombes jusqu'à un calibre de 500 livres ou un réservoir de carburant supplémentaire. Les feux aéronautiques sont situés sur les surfaces supérieures et inférieures des extrémités des ailes. Sur l'image, il y a un feu rouge sur le plan de gauche, sur le plan de droite il y a un feu vert. Goulot de remplissage du réservoir de carburant de l'aile. En règle générale, les capuchons des coups étaient peints en rouge. Feu de navigation vert sur l'avion de l'aile droite, surface inférieure de l'avion. Notez les 3 feux d'identification qui se trouvent uniquement sur la surface inférieure de l'avion de l'aile droite. Couleur des feux, d'avant en arrière, rouge, bleu-vert, ambre. Phare d'atterrissage escamotable, des trous pour l'éjection des cartouches usagées sont également visibles. Surface inférieure du plan de gauche. Au premier plan se trouve un feu de navigation aérienne rouge, le vert rond est un phare d'atterrissage escamotable. Remarquez les charnières des ailerons. La surface de la queue verticale est de 7,9 m². La quille est légèrement tournée vers la gauche pour compenser le moment de rotation créé par l'hélice en rotation. La longueur maximale de la corde de la queue verticale est de 43,875 pouces, la hauteur est de 44,52 pouces. Environ à la moitié de la hauteur entre le stabilisateur et le bord supérieur de la quille, il y a un feu de navigation blanc, sur la photo, sous la barre transversale horizontale du chiffre 7. Les feux sont situés des 2 côtés de la quille. Plaquage d'un gouvernail d'un lin. Zone de gouvernail 11,07 m², y compris la zone des surfaces d'équilibrage. Angle de déviation maximum du gouvernail plus 30 degrés. Zone de compensation du gouvernail moins 0,37 m², angle d'assiette plus 20 degrés. L'ascenseur est également tapissé de toile. La superficie totale de l'ascenseur est de 16,22 m². Angle de déviation, jusqu'à 35 degrés, vers le bas 15 degrés. La zone de courbe de l'ascenseur gauche est de 0, h 6 m², angle de déflexion plus 20 degrés. La superficie totale des 2 moitiés du stabilisateur est de 23,9 m². Le stabilisateur est installé avec un angle d'attaque positif de 2,25 degrés. Portée du stabilisateur de 13 pieds, corde maximale incluant le stabilisateur de 52,25 pouces. 2 prototypes XP39e, numéro de série 41 à 19511 et 41 à 19512, ont été convertis en prototype XP63. Ils étaient équipés d'ailes laminaires, de moteurs V1710 à 47 avec 6 pots d'échappement de chaque côté et d'hélices quadripales. Le premier vol du premier XP63 a été effectué par le pilote d'essai principal de Bell, Robert Monsieur Stanley, le 7 décembre 1942, le deuxième prototype a volé le 4 mars 1943. Les 2 avions ont été détruits lors des essais en vol. Un XP63 a été construit, numéro de série 42 à 78015. Contrairement au XP63, le XP63A avait un moteur V1710 à 93 avec des tuyaux d'échappement individuels, 12 par côté. Avec une vitesse de pointe de 426 mph, le XP63 est à juste titre l'un des chasseurs les plus rapides au monde. Le premier modèle de production du King Cobra était la modification du P-63A. Un total de 1725 avions R-63A de cette série de production ont été construits. À partir du modèle P-63 à 6 billes, des points durs sous les ailes pour des bombes de 500 livres ou des réservoirs de carburant externes ont été montés sur des avions,
Photo. Comme le P-39Q, le King Cobra prévoyait la possibilité de suspendre des conteneurs avec des mitrailleuses lourdes sous l'aile, mais la forme des conteneurs était différente. De plus, sur le King Cobra, la forme des prises d'air dans les emplantures des ailes a été modifiée. Au bout de la section centrale de chaque avion, il y avait une prise d'air de grande section au lieu de deux plus petites. Les chasseurs R-63A n'avaient pas les nageoires ventrales typiques de la modification R-63C. Notez le récepteur de pression d'air en forme de L sous le plan de l'aile gauche. Sur certains King Cobra, les tiges PVD formaient un angle droit, mais sur la plupart, le rack avait une légère inclinaison vers l'arrière, tandis que le récepteur lui-même était situé parallèlement à l'axe de construction de l'avion. La plupart des variantes P-63A et King Cobra ultérieures qui sont entrées en service avec l'USAF n'ont pas été peintes du tout. Dans l'image, R-63A9B. Notez la pente du montant du récepteur de pression d'air. 5e R-63A1B construit en vol. La photo a été prise lors des essais militaires du chasseur. Le premier P-63A de production était peint en olive sale en haut et en gris neutre en bas. R-63A. La première version de production du King Cobra était la variante R-63A. Au total, 1725 R-63A ont été construits en cette lot de production. Tous étaient équipés de moteurs Allison V1710 à 95 avec un turbocompresseur à 2 étages. L'hélice mesurait 11 pieds 7 pouces de diamètre, soit 1 pouce de plus que l'hélice du prototype XP-63. Sur 50 avions R-63A1B se trouvaient des canons M4 de 37 mm avec 30 cartouches de munitions. La charge de munitions de deux mitrailleuses synchrones de calibre .50 était de 270 cartouches par baril. Munitions de mitrailleuses lourdes montées sur les ailes, qui étaient suspendues sous l'avion dans des conteneurs, également 250 cartouches chacune. L'avion P-63A5B n'a produit qu'une vingtaine d'exemplaires. Il se distinguait des combattantes de la première série par la présence d'une protection blindée supplémentaire et de stations radio d'un type différent. Tous ces avions ont été livrés à l'Union soviétique et n'avaient pas de gondole de mitrailleuses montées sur les ailes. La plupart des King Cobra sont entrés en service dans l'armée de l'air rouge. La photo montre le R-63A10B de l'armée de l'air soviétique. Dans l'armée rouge, les King Cobra étaient largement utilisés pour frapper des cibles au sol. L'avion a été livré à l'URSS dans la livrée américaine standard, olive sale et bas gris neutre, avec des numéros de série jaunes écrits sur la queue verticale. Les marques d'identification étaient généralement appliquées aux États-Unis, des étoiles rouges dans des cercles blancs. Cependant, il y avait des cas avec les marques d'identification standard de l'armée de l'air rouge, des étoiles rouges avec une bordure blanche sans aucun cercle. Les réservoirs suspendus étaient le plus souvent peints avec de l'argent ou pas peints du tout. Faites attention à l'antenne boucle du compas-radio située sur la surface supérieure du fuselage derrière le cockpit. Les King Cobra de l'USAF n'ont pas participé aux hostilités, ils ont été utilisés pour la formation avancée des pilotes de chasse. En règle générale, ces avions n'avaient pas de canon de 37 mm et beaucoup n'avaient aucune arme. Faites attention aux nez de fuselage peints en jaune et aux grands numéros latéraux des entraîneurs R-63A7B. Assemblage de chasseurs R-63A, destinés à être expédiés en Union soviétique, à l'usine Bell. Marque d'identification étoile rouge dans des cercles blancs. La photo montre bien les enveloppes des canons de 37 mm dépassant des hélices. L'empennage n'a pas encore été installé, les numéros de série de l'avion sont donc écrits à la craie sur les côtés du fuselage avant. Les King Cobra ont été distillés en URSS par des pilotes soviétiques le long de la route Alsib-Alaska, Sibérie. Les Faucons de Staline ont reçu des avions en Alaska. 5 chasseurs R-63A9B ont été convertis en avions cibles RP-6312B. Ils ont démonté les armes et les armures de protection. Au lieu d'une armure standard, une armure plus épaisse a été fournie. L'avion RP-6312B numéro de série 42 à 69 654 était à l'origine peint en jaune-orange avec une bande anti-reflet noire devant la verrière du cockpit. Faites attention à la prise d'air disparue derrière le cockpit. En 1948, l'avion RP-63A12B a été renommé QF-63FDT. Le même avion, mais au lieu d'un numéro de queue, Pinball est écrit des deux côtés dans le fuselage avant. Faites attention au PVD de réserve sous l'avion de l'aile droite.
À partir du P-63 à 6 billes, Quincobra a commencé à monter des supports sous l'aile pour des réservoirs de carburant supplémentaires de 75 gallons ou des bombes jusqu'à 500 livres de calibre. Le support ventral standard a cependant été conservé. Au total, 130 avions R-63 à 6 billes ont été fabriqués, suivis de 150 avions R-63 à 7 billes. À partir de la série 7, les King Cobra destinés à l'USAF ont été livrés non peints, tandis que les avions de la Red Army Air Force ont continué à être peints en olive sale et gris neutre. La portée de la queue horizontale a été augmentée de 16 pouces et la corde de profondeur a été augmentée de 2 pouces. 200 chasseurs P-63 à 8 billes ont reçu des dispositifs d'injection d'eau et de nouvelles hélices aéroproducts d'un diamètre de 11 pieds. Le R-63 à 9 billes ne différait du R-63 à 8 billes que par la présence d'un blindage supplémentaire dans le cockpit. La dernière série R-63 à 10 billes, 730 d'entre eux ont été construits et presque tous ont été envoyés en URSS. Au lieu du canon M4 de 37 mm, ces Quincobra avaient des canons du même calibre, la charge de munitions du canon a été portée à 38 cartouches. Le pistolet était équipé d'un viseur électrique N9. Le premier avion cible habité pour l'USAF a été converti à partir du P-63 à 9 billes. 5 avions ont été convertis en cible RP-63 à 11 billes en installant des revêtements de cellules plus épais et en révisant le schéma de blindage. Des armes, des systèmes d'injection d'eau dans les cylindres des moteurs et des équipements pour suspendre des réservoirs de carburant supplémentaires ont été démontés des avions. Les avions cibles étaient entièrement peints dans une couleur orange-jaune vif pour une meilleure visibilité. Les premières cibles ont été suivies par 5 RP-63 à 11 billes et 95 RP-63 à 12 billes. Ces 100 avions ont été convertis à partir de P-63 à 10 billes. Nombre de construits, PCS 1725 armement, un canon de 37 mm, 4 mitrailleuses de calibre 0,50 moteur Allison V1710 à 93-95 puissance, CV 1325 vitesse maximale, MPH 410 MPH à 25 000 pieds montée 25 000 pieds en 7,3 minutes plafond de service 43 000 pieds distance de vol maximale, mile 2200 portée de vol de combat, mile 450 envergure, pied 38 pieds 4 pouces longueur 32 pieds 8 pouces hauteur 10 pieds 6 pouces poids vide 6375 livres poids brut 8800 livres masse maximale au décollage 10 500 livres capacité maximale des réservoirs de carburant interne 126 gallons capacité maximale des réservoirs de carburant externe 325 gallons. Encore une fois dans l'image RP-63 12 billes numéro de série 42 à 69 654, maintenant l'avion n'est pas jaune, mais la couleur du Dural humain non peint. Le non-peint-ball est le surnom commun à tous les King Cobra. Autre avion cible, RP-63 12 billes numéro de série 42 à 69 647 frangible sale. Dans le vol du King Cobra, des gondoles avec des mitrailleuses de gros calibre sont suspendues sous l'aile. La forme de la nacelle de mitrailleuse sous les ailes du King Cobra était plus profilée que celle de la nacelle Aérocobra du P-39Q. Mitrailleuse lourde sous les ailes, gondole retirée. Photo officielle du tableau de bord de l'avion R-63. 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 RP-63. FIC TP-63C5RE préparé pour la livraison à l'Union soviétique. La quille ventrale est bien visible sur la photo de profil prise. Le seul avion biplace R-63C a reçu la désignation TR-63C. Intérieur du cockpit à droite du siège du pilote un commande de chauffage du carburateur, uniquement sur P-63 IBI, 2 tuyaux d'alimentation en oxygène du masque à oxygène du pilote 3 conduites d'alimentation en air chaud pour le chauffage de la cabine 4. Ceinture de sécurité du pilote 5. Panneau de commande et voyant d'identification 6. Ceinture de sécurité 7. Interrupteur à bascule pour la commande du système de chauffage de la cabine à air chaud 8. Poignée de libération de la charge externe 9. Rentrée du train d'atterrissage poignée du train d'atterrissage R-63 seconde la deuxième et dernière modification en série du King Cobra et le R-63C. Un total de 1227 R-63 secondes ont été fabriqués en 2 lots de production. Les avions des 2 séries présentaient un certain nombre de différences mineures entre 215 R-63 secondes 1 billes ont été construits en premier puis 1012 R-63C 5 billes.
Tous les R-63C étaient propulsés par des moteurs V1710 à 117, et l'avion différait du R-63 par la présence d'une dérive ventrale. La plupart des P-63 secondes sous pré-bail ont reçu l'Union soviétique, 300 avions, France libre. Les Français ont utilisé le P-63 secondes pendant la Seconde Guerre mondiale pour patrouiller l'espace aérien d'Afrique du Nord et d'Italie, et en 1948 dans des opérations de combat en Indochine. 200 R-63C ont été mis à niveau en cibles habitées RP-63C de B. Les avions cibles basés sur le R-63 secondes n'avaient pas d'ailerons ventraux. Nombre de construits, PCS 1227 armement, un canon de 37 mm, 4 mitrailleuses de calibre 0,50 moteur Allison V1710 à 117 puissance, CV 1355 vitesse maximale, MPH 410 MPH à 25 000 pieds, taux de montée 25 000 pieds en 8,6 minutes. Plafond de service, Pi 38 600 distance de vol maximale, Mile 2100 portée de vol de combat, Mile 320 envergure, Pi 38 pieds 4 pouces longueur 32 pieds 8 pouces hauteur 12 pieds 6 pouces poids vide 6800 livres poids brut 8800 livres masse maximale au décollage 10 700 livres capacité maximale des réservoirs de carburant interne 128 gallons capacité maximale des réservoirs de carburant externe 225 gallons. La partie supérieure du tableau de bord est la partie avant du côté gauche du cockpit. Image tirée du manuel de maintenance de l'avion. Une poignée d'ouverture de porte, 2 fenêtres, 3 secteurs de gaz, 4 lampes fluorescentes, 5 leviers de déverrouillage de secours de la porte, 6 signal sonore pour la rentrée-sortie du train d'atterrissage, 7 conduite d'alimentation en air chaud pour le chauffage de la verrière, 8 freins de stationnement, 9 interrupteurs à bascule sur le viseur, 10 boutons de commande, 11 viseurs, 12 lampes fluorescentes. Poignée de commande et porte droite de la cabine, un bouton de commande de régulateur d'alimentation en oxygène à 12, 3 boutons d'alimentation en oxygène d'urgence, 4 poignées de rentrée-sortie du train d'atterrissage, 5 poignées de libération de la charge externe, 6 poignées d'ouverture de la porte, 7 poignées de montée-descente de la vitre de la porte, 8 pochettes pour carte topographique. Intérieur cabine. Bâbord, un bouton de commande, 2 vannes d'alimentation en carburant, 3 interrupteurs du système d'antigivrage, 4 poignées du système de largage ventral externe, 5 commandes de trim, 6 poignées de largage de charge externe du pylône central, 7 commandes de trim de profondeur et 8 commandes de compensation de la gouverne de direction, 9 déverrouillage d'urgence du déchargement sous l'aile, 10 ceintures de sécurité, 11 harnais d'épaule. 200 avions P-63C1B ont été transformés en avions cibles habités et ont reçu la désignation RP-63C2DT. Ils étaient similaires au RP-63A. Les RP-63C restants en 1948 ont été convertis en cibles sans pilote QP-63C2B. R-63 secondes. P-63F. RP-63G. 13 chasseurs P-63e sous la désignation P-63e1B ont été construits avant de recevoir une commande de 2930 avions P-63e. Ces machines ont été désignées P-63e5B. Le R-63e1B était équipé de moteurs V1710 à 109. De plus, ils avaient une aile différente de l'aile des avions R-63 et R-63C. La même aile a été installée sur le seul P-63D construit. Seuls 2 P-63F ont été construits au total. Ils ne se distinguaient du R-63C que par une queue verticale plus étroite et le moteur V1710 à 135. La photo montre le premier des 2 P-63F construits. Le deuxième avion portait le numéro de série 43 à 11720. Le dernier avion cible habité basé sur le King Cobra et le RP-63G. Au total, 32 machines de ce type ont été fabriquées. Il se distinguait du RP-63C par les moteurs V1710 à 135 de 1425 chevaux. Un RP-63G expérimental portant le numéro de série 45 à 57 300 a été équipé d'un empennage en V expérimental. Malgré de bons résultats de test, le plumage inhabituel du King Cobra n'a pas pris racine. La jambe de force du train d'atterrissage King Cobra présente de légères différences par rapport à la jambe de force du train d'atterrissage Era Cobra. Le plus visible à l'extérieur est un lien à 2. Les ports de train d'atterrissage de la niche du support de nez King Cobra sont identiques à celles de la niche du châssis Era Cobra. L'intérieur de l'avant de la niche du train d'atterrissage avant.
Le comptoir est peint en vert, l'intérieur de la niche est jaune. Le panneau de fusible noir est situé sur la paroi arrière du puits de train avant. Vue de face du train d'atterrissage principal gauche. Intérieur de la niche du train principal droit. Passage de roue du train d'atterrissage principal gauche. Contrairement à l'Era Cobra, le King Cobra n'a pas installé de porte de niche interne. Train d'atterrissage principal gauche, vue intérieure. La crémaillère est peinte en vert, les jambes des deux côtés sont argentées. L'intérieur de la niche du châssis et la surface intérieure du châssis sont jaunes. Gros plan du haut de la jambe droite du train principal, vue de l'intérieur. Train d'atterrissage principal droit, vue de face gauche. Train d'atterrissage principal droit, vue intérieure. Faites attention au câblage de la conduite de frein hydraulique. De nombreux King Cobra, spécialement destinés à être expédiés vers l'Union soviétique, avaient un cliquet sur le moyeu de l'hélice, ce qui permettait de démarrer le moteur à partir d'un démarreur automatique. Pale d'hélice. Les données imprint et le logo Aeroprodax ont été appliqués sur chaque pale. Sur la surface inférieure du nez du fuselage se trouve un évent de réservoir d'huile plafonné. La photo montre clairement la trappe d'éjection des cartouches usagées d'une mitrailleuse, il y a une trappe similaire du côté bâbord. Le cockpit du King Cobra est très similaire au cockpit de l'Era Cobra. Sous la porte à bord se trouve la spécification officielle de l'avion. Directement derrière la porte se trouve le bouchon de remplissage du réservoir d'éthylène glycol. Support avant de l'antenne radio de tension. La prise d'air du carburateur a une section rectangulaire au lieu de celle ovale sur l'Aero Cobra. Vue de dessus de 12 pots d'échappement individuels, côté tribord. Section de la section centrale avec la feuille de revêtement retirée. Le couvercle du connecteur de connexion au réseau de bord de la source d'électricité au sol est ouvert. La tension de l'alimentation de bord du King Cobra était de 24 V. Section de l'intrado de la section centrale du plan de l'aile gauche. À travers les prises d'air dans les chaussées de la section centrale, l'air était fourni au refroidisseur d'huile et au radiateur du moteur. Faites attention à la petite prise d'air triangulaire. Les conduits d'air sont peints en noir à l'intérieur. Un réservoir de carburant supplémentaire est suspendu sous le fuselage. Des réservoirs d'une capacité de 64 ou 75 gallons pourraient être accrochés à ce nœud. Vue arrière du réservoir de carburant externe. Les volets ouverts de 3 refroidisseurs d'huile sont également visibles. Un feu de navigation aérienne est installé sur les bords des extrémités des ailes droite et gauche, une installation à noix complètement différente de celle de l'Aero Cobra. Les feux d'identification du King Cobra ne diffèrent pas des dispositifs d'éclairage d'un but similaire sur l'Aero Cobra. Le récepteur de pression d'air était monté sur la surface inférieure de l'aile gauche. Au lieu d'un phare d'atterrissage rétractable comme sur le P-39, le King Cobra avait un phare d'atterrissage fixe dans le pied de l'avion de l'aile gauche. Le simple volet déviable du King Cobra était fondamentalement différent des volets de l'Aero Cobra. La photo montre un volet droit dévié, l'angle de déviation maximum est de 45 degrés. La peau des ailerons du King Cobra est en métal et non en tissu comme sur le R-39. Les trims d'ailerons n'étaient disponibles que pour les avions P-63CIB et P-63C5B. Dans la pointe de l'avion de l'aile droite, une caméra d'un pistolet photo-film est installée. Rabat droit dévié. Entraînement des volets électriques. Sur le R-63, la hauteur du gouvernail est la même que la hauteur de la quille. Après avoir installé la dérive ventrale sur le chasseur R-63C, la hauteur totale de la queue verticale est devenue supérieure à la hauteur du gouvernail. La housse de gouvernail est en lin. L'entraînement du trimmer est situé à gauche. Sous le régleur sur le gouvernail se trouve un feu de forage blanc. Fixation de l'antenne radio tension à la quille. La dérive ventrale du chasseur R-63C a été introduite pour améliorer la stabilité directionnelle. Vue de dessous de la gouverne de profondeur, faites attention au trim drive. Le volet compensateur est uniquement sur l'élévateur gauche. Une plaque de réglage est installée sur l'élévateur droit au lieu d'un compensateur. La peau des ailerons du King Cobra est en métal, mais la peau des gouvernails est en lin. Le tableau de bord d'un chasseur P-39N du Yank Aviation Museum. Le compartiment d'armement du chasseur R-63, que Frank Borman a piloté. La plupart des 20 chasseurs P-39C construits sont entrés en service avec le 31 ST Pursuit Group.
Ce sont les premiers Air Cobra peints dans le schéma standard de dessus olive sale et de fond gris neutre. L'avion était marqué USAAC avant-guerre. P4U du lieutenant Z. Fontaine du 347 et H. Ficté Group. Nouvelle-Calédonie, avril-mai 1942. L'avion était peint en camouflage terre vert de la RAF. P39D un bilieutenant IA. Ericsson du 35 TH Ficté Escadron, 8 TH Ficté Group, Milne Bay, Nouvelle-Guinée, 1942. P39 du lieutenant Leslie Spin du 57 TH Ficté Escadron, 54 TH Ficté Group. Le 54e groupe a été stationné en Alaska de juin à décembre 1942. Les avions du groupe ont opéré au-dessus des îles Aléoutiennes. Le chasseur P-39Q1 Tarawa Bundea a été piloté par le major Joseph D. Powell du 72e escadron, 21e groupe de chasse, île Marianne, 1944. P-39N Major VF. Sirotina, force aérienne de l'armée rouge 1944. Les King Cobra livrés à l'Union soviétique ont été peints selon le schéma standard des avions de l'USAF, un dessus olive sale et un fond gris neutre. En règle générale, le numéro de série écrit en peinture jaune est conservé sur la queue verticale. Chasseur P-39Q libre de l'armée de l'air française. GCI Barcy-Rossillon, 1944. Les appareils de cette unité française effectuèrent plusieurs vols pour patrouiller les côtes de l'Afrique du Nord. P-63C King Cobra du GC de Barneuf-Auvergne, Indochine, 1949. Sur le chasseur P-63 King Cobra restauré, qui est maintenant stocké à Chino, PC. Californie, autrefois piloté par l'astronaute Frank Borman. Faites attention à la qualité de la restauration, non seulement les détails de la partie avant du fuselage avec des armes sont reproduits, mais également les inscriptions sur les obus pour le canon de 37 mm. Le compartiment d'armement de la proue du King Cobra avec les panneaux de peau retirés. La structure de puissance du fuselage à l'avant par rapport au Cobra est modifiée afin de faciliter l'entretien du canon et des mitrailleuses, il n'y a pas de longeron horizontal. Les bouteilles d'oxygène sont situées dans la partie très avant du compartiment avant des deux côtés. Les canons et les mitrailleuses du King Cobra étaient situés de la même manière que sur les Cobra, mais sinon, la disposition du compartiment avant du fuselage a été complètement modifiée. Vue à travers le segment arrière de la verrière du cockpit King Cobra. La radio est bien visible. Il y a un réservoir d'huile entre les canons des mitrailleuses. Sur le King Cobra, accéder au réservoir d'huile est beaucoup plus pratique que sur l'Aérocobra. L'intérieur du compartiment avant du fuselage est peint en jaune vif. La photo montre clairement la boîte à cartouches de la mitrailleuse droite de 12,7 mètres. Le siège du pilote des chasseurs R-63 à Quiche Cobra. Vue générale du tableau de bord du chasseur R-63 King Cobra. Il est très similaire au tableau de bord du chasseur P-39N Era Cobra. Intérieur vert de la cabine. La surface intérieure de la porte gauche du cockpit du chasseur R-63. Tableau de bord King Cobra grand beige. Faites attention à l'absence de poignée pour le rechargement manuel des mitrailleuses. Le côté gauche du cockpit King Cobra. La continuité avec la cabine Air Cobra est évidente. La surface intérieure de la porte droite du cockpit du chasseur R-63. La poche pour les cartes topographiques est bien visible. Intérieur cabine R-63 à siège démonté. Remarquez l'extincteur rouge vif. Merci d'avoir téléchargé le livre de la bibliothèque électronique gratuite royalib.com, http://royalib.com. Laissez un avis sur le livre, http://royalib.com/comment/ivanov-bas-zeracobrad-bas-construtsi.html. Tous les livres de l'auteur, http://royalib.com/autor/ivanov-bas.html.